Alors la parentalité numérique, c'est véritablement comment, en tant que parent, j'accompagne l'usage de mon enfant dès le plus jeune âge, et j'ai envie de dire même dès la naissance. Puis après, en grandissant, comment je fais pour sélectionner les contenus qui sont adaptés à l'âge de mon enfant, comment je fais pour l'éduquer justement à comprendre ce qu'il y a derrière tout ça et l'accompagner vers des usages les plus éclairés possibles, quoi. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. S'il y a bien un thème qui est omniprésent dans nos foyers, c'est le thème du numérique. Que ce soit l'accès aux écrans ou encore le rapport de nos enfants aux jeux vidéo ou au hasard aux réseaux sociaux, c'est un sujet central. Éduquer nos enfants au monde de la tech et du digital devient donc un enjeu majeur pour le futur. Amélia Matar est la fondatrice de la start-up Coloris, qui propose des ateliers aux enfants à partir de 3 ans pour les aider à appréhender ce nouveau monde. Parce que oui, dès 3 ans, on peut apprendre à coder en jouant et sans écran. Avec beaucoup de lucidité et d'expertise, Amélia vous donne des clés pour embarquer vos enfants dans cet univers qui peut parfois faire très peur aux parents. Depuis 2018, Amélia effectue un travail de terrain auprès de tout type de population et ce sont plus de 20 000 enfants initiés au numérique, avec un objectif en filigrane, sortir ce biais de genre qui jalonne les sciences et amener les petites filles sur le terrain de la tech. C'est un épisode passionnant et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Amélia. Salut. Est-ce que je peux raconter quand même qu'on s'est croisés par hasard dans un train en rentrant de Paris pour aller à Bordeaux? Oui, tu peux. Et que tu m'as croisé, que tu m'as tendu ton livre, que j'ai commencé à lire, parce qu'on va parler de technologie, d'écran, de plein de choses, mais tu es aussi écrivaine. Oui. Et je voulais le souligner parce que les deux ne sont pas incompatibles. On peut être littéraire et aussi aimer tout ce qui touche à la technologie et en faire son métier. Absolument, c'est tout à fait compatible. Alors, donne-nous juste le titre de ton livre que tu as écrit sur roman. Ainsi naissent les mamans. Voilà, on est dans le thème. Mais on va pas parler de Ainsi naissent les mamans. On va parler plutôt de ce que tu fais au quotidien avec ton entreprise Coloris. Déjà, ma première question, c'est comment est-ce que tu t'es intéressée à la tech, au monde de la tech et à la technologie? Alors c'est un intérêt qui remonte à très très loin parce que vraiment enfant j'étais déjà très intéressée par tout ça. J'ai grandi auprès d'un papa très geek, technicien chez Darty, donc j'ai grandi au milieu des carcasses de ordinateurs, télévision ouvertes à réparer, etc. Et donc très tôt j'ai eu ce goût pour les technologies et en grandissant je me suis orientée plutôt en école de commerce, etc. Mais après en devenant professionnelle j'ai choisi du coup de travailler dans ce secteur pendant une dizaine d'années dans des contextes
contexte start-up, voilà, numérique, etc. Je suis pas moi-même développeuse, mais j'ai toujours été très en lien avec ces métiers-là et avec un goût très fort pour la révolution numérique qu'on est en train de vivre, sans sombrer dans voilà, la technophilie béate, le technosolutionnisme. Mais malgré tout, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant d'observer les changements fulgurants qui sont à l'œuvre devant nos yeux avec les nouvelles technologies. Et en devenant maman, je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau de l'éducation parce que les jeunes enfants sont aussi utilisateurs de technologies, d'écrans. Et finalement, à l'époque, il y avait assez peu de supports pédagogiques, d'activités qui leur permettent de comprendre tout ça et de prendre de la hauteur vis-à-vis de tous ces écrans qui les entourent dorénavant. Donc en fait, tu as pivoté dans ta carrière au moment de devenir mère et tu t'es dit, je vais aller m'intéresser à ce thème que j'adore, mais adapté aux enfants. Oui, absolument. J'avais très envie d'entreprendre. Je cherchais le sujet qui allait me permettre de franchir le cap. Et clairement, oui, ça m'a paru comme une évidence de pouvoir contribuer à éduquer à ces sujets qui, moi, m'animent énormément. Et de pouvoir avoir mes enfants déjà comme premier bêta-testeur de tout ça. Et je me suis lancée en mode un peu expérimental. Et puis très vite, j'ai vu que ça prenait et que ça plaisait beaucoup. Et voilà, je suis allée plus loin. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Coloris et à quoi ça sert, mais quel est le but de Coloris, ton entreprise? Alors, Coloris, c'est la contraction de Code, Logique et Montessori. C'est un clin d'œil parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à comprendre que l'éducation, ça allait être un sujet de reconversion pour moi, j'ai énormément lu Maria Montessori. Je me suis moi-même formée à cette approche et j'ai eu envie que Coloris bénéficie un peu de ces grands principes qui sont vraiment très intéressants quand on prend en charge un groupe d'enfants petits. Et Coloris, l'idée, c'est véritablement de permettre aux enfants de soulever le capot des nouvelles technologies, de comprendre ce qu'il y a en dessous, de comprendre comment fonctionnent tous les écrans qu'ils ont autour d'eux, quelles sont les logiques qu'il y a derrière les programmes informatiques, quels sont aussi tout l'écosystème qui permet à tout ça de fonctionner, quelles sont les dynamiques, de manière à en faire des utilisateurs éclairés, avertis, et à les mettre dans une posture véritablement d'acteur vis-à-vis de tout ça, et pas juste de consommateurs passifs. Parce que moi, ma vision, ma conviction sur ce point-là, c'est que la technologie, c'est véritablement une source d'opportunités assez folle pour les enfants aussi. Il peut s'y passer vraiment des expériences très enrichissantes qui participent pleinement au développement de l'enfant, mais ça peut être aussi extrêmement délétère. Et en fait, pour moi, il est impérieux qu'on donne à chacun des balises, des repères pour pouvoir en faire le meilleur usage. Et les enfants ont aussi, à mon sens, un rôle à jouer sur leur propre utilisation, sur leur propre usage. Et voilà, j'avais envie, par le jeu, par des activités qui sont complètement ludiques, de leur permettre de s'approprier tout ça. Donc c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi qu'on observe aujourd'hui que les filles se détournent des métiers tech. Moi-même, j'en suis le parfait exemple. J'étais très attirée enfant par tout ça, mais finalement, j'ai choisi des études d'abord littéraires, puis après en école de commerce. Enfin, je m'en suis vite détournée. Et aujourd'hui, on manque d'ingénieurs et on manque d'ingénieureux, a fortiori. Et on sait que ça se passe très tôt, en fait. Très tôt, les stéréotypes de genre sont à l'œuvre et les filles se détournent de ces sujets. Et nous, on a aussi à cœur de pouvoir donner aux filles ce goût aux sciences, aux technologies, à l'informatique. Et on observe que dans nos ateliers, les filles sont autant que les garçons attirés par nos activités, s'éclatent. Donc voilà, il y a aussi ce côté rendre la technologie plus accessible, plus attirante pour les filles. Comment est-ce que, justement, c'est un enjeu, et tu en parles un petit peu là, on amène les enfants à comprendre le monde du numérique sans les rendre accros aux écrans? Alors, quand je me suis fait ce constat que finalement, il importait d'éduquer les enfants à ces sujets dès le plus jeune âge, je me suis demandé comment faire et je me suis dit que l'écran dès 3 ans, parce que nous on commence dès 3 ans, c'était pas forcément indiqué. En tous les cas, je trouvais intéressant d'avoir des moments sans écran, déconnectés, pour mieux réfléchir à ces moments connectés. Même si encore une fois, je suis pas dans la diabolisation de l'écran, mais je crois que c'est bien aussi, notamment quand on est petit, de pouvoir manipuler, de pouvoir s'extraire du sujet en tant que tel pour mieux l'appréhender. Et j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs. Et en fait, aux États-Unis, au MIT, qui est vraiment l'université phare sur les innovations technologiques et sociales, il y avait notamment une start-up qui était incubée là-bas, avec laquelle j'ai pris contact. J'ai pris contact avec la fondatrice et qui proposait une approche complètement déconnectée d'initiation numérique, mais avec une approche beaucoup plus lourde, notamment en matériel. Enfin, c'était vraiment du matériel à mettre en classe, assez compliqué, pas facile d'accès, mais vraiment très très bien fait pour le coup,
Elle a fait une thèse sur le sujet que j'ai lu, etc. Et dans les pays scandinaves, évidemment, il y avait aussi qui est toujours d'ailleurs une grosse star dans son pays, Linda Lucas, qui est une développeuse qui a imaginé tout un monde pour éduquer les enfants au numérique par la narration, par des activités complètement déconnectées aussi. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des initiatives à droite à gauche, mais que la France n'avait pas sa propre initiative. Et donc c'est comme ça que j'ai créé Coloris. Et l'idée, c'est véritablement de se servir d'activités avec lesquelles les enfants sont déjà familiers. Donc de la narration, on utilise un conte qui met en scène un petit garçon, une petite fille, des découpages, des collages, des coloriages, des jeux de manipulation, des jeux de motricité, des jeux de plateau, des jeux de cartes. Tout ça pour leur permettre de comprendre comment tout ça fonctionne et leur donner surtout des bons repères, quoi. Quand tu expliques aux enfants que tu vas faire un atelier sur le numérique ou que ça va être la découverte, est-ce qu'il y a de la déception, se dire ah ben non, il n'y aura pas le dessin animé, les écrans, et de se réaliser qu'en fait vous allez manipuler des concepts qui sont importants? Qu'est-ce que c'est leur rapport, les enfants, à ce type d'activité? Alors jusqu'à 7-8 ans, il n'y a aucun problème. Ils sont hyper contents de pouvoir découvrir. Alors en plus, voilà, c'est assez fascinant comme monde pour eux parce que c'est la technologie, les robots. Et même si ça reste effectivement du papier, du carton, malgré tout, le sujet en tant que tel les fascine et donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que la matière qu'on utilise pour les embarquer. Enfin, véritablement, nous on a des enfants qui font toute une année d'atelier et qui se réinscrivent toute une année, donc c'est vraiment conséquent comme apport de contenu, quoi, et qui en veulent encore, quoi. Donc ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'à partir de 8-9 ans, très vite, ils nous disent ah oui, mais j'aimerais bien avoir un ordinateur, un écran, et voilà, ils commencent évidemment à avoir plus conscience qu'il se passe aussi des choses derrière l'écran. Et nous, par exemple, avec Magic Makers qui s'occupe des plus grands, on invite les plus grands ensuite à véritablement programmer sur ordinateur, à développer leurs petits jeux vidéo, leurs petits jeux, mais avec un écran cette fois-ci. Donc là, ils peuvent à partir de 8-9 ans commencer à coder. Oui, absolument. Alors pas avec nous, mais avec notre partenaire, ouais. Et pour notre génération, ça paraît comme des compétences waouh à 8-9 ans, parce que nous, à 8-9 ans, on faisait évidemment pas ça. Ils ont une facilité avec le numérique, cette génération-là qui est née avec? Oui et non, j'ai envie de dire, parce que c'est pas parce qu'on est utilisateur, même intensif, qu'on est forcément véritablement éduqué à ça. Et voilà, les usages sont très différents entre consommer du dessin animé, du réseau social, etc. et se mettre dans une posture de je vais créer, programmer, coder mon propre jeu vidéo ou ma propre petite application. Et ça requiert quand même un apprentissage qui est maintenant au programme scolaire, d'ailleurs. Et donc, ils sont pas si avertis que ça. En revanche, les outils sont extrêmement bien faits et sont vraiment mis à la portée de l'enfant dès 7 ans, en fait. C'est des blocs de couleurs. Voilà, c'est très ludique. Ça ressemble finalement à un jeu qu'ils vont faire sur l'écran, mais c'est pas tout de suite des lignes de Python très compliquées. Mais ils viennent à ça assez rapidement, mais voilà, ça commence par quelque chose d'assez facile. Ça mobilise quoi comme compétence d'apprendre à faire du numérique en fonction des âges pour les enfants? Alors nous, les tout petits, on est vraiment sur une approche, on va mobiliser le langage beaucoup, on va étayer le vocabulaire, on va également faire des jeux qui leur permettent de développer le repérage dans l'espace, voilà, ce dont ils ont déjà besoin, qu'ils font déjà en fait à l'école, mais on va compléter ces approches-là. On est aussi dans la logique mathématique, finalement, de numération, etc. Et après, chez les plus grands, on continue un peu sur ces mêmes compétences. On va plus loin, je pense, dans tout ce qui est logique algorithmique notamment, et plus largement dans la compréhension assez fine des fonctionnements de la technologie, quoi. Tu as voulu que Coloris soit très axé et surtout basé sur l'égalité des chances. Oui. C'était vraiment important. Pourquoi est-ce que tu as voulu l'accès au numérique avec cet aspect-là qui est sociétal ? Alors, je pense que ça vient de ma propre histoire. Moi, je suis née à Bondy-Nord, j'ai fait toute ma scolarité en ZEP. Et je pense qu'aujourd'hui, la question du numérique, c'est un nouveau facteur potentiellement d'inégalité. Et j'avais pas envie d'avoir un modèle qui s'adresse uniquement aux familles qui auraient les moyens d'accéder à ce type de contenu. J'avais vraiment envie de pouvoir travailler avec tous les enfants et notamment les enfants qui ressemblaient à l'enfant que moi j'ai pu être. Et donc on a fait le choix dès le début de travailler avec les villes parce qu'en fait les villes ont des politiques éducatives, ont des budgets dédiés à l'éducation et permettent à des acteurs divers et variés d'intervenir auprès des enfants sur les temps périscolaires qui sont des temps très importants dans la vie de l'enfant.
et dans lesquels nous on s'inscrit bien en plus parce qu'on a une approche de jeu, de loisirs, donc on est complètement approprié à ces moments de l'enfant. Et donc voilà, c'est par ces partenariats avec les villes, donc aujourd'hui on a une 60aine de villes avec lesquelles on travaille, qu'on peut travailler avec des enfants vraiment de tous milieux sociaux, pas uniquement des quartiers prioritaires, on a aussi des quartiers moins prioritaires. Mais voilà, on a une diversité d'enfants assez grande dans nos ateliers. Oui, la fracture du numérique, on le sait aujourd'hui, c'est un vrai problème pour l'égalité des chances, pour l'accès au savoir, aux connaissances. Oui. Et c'est pas que lié à la campagne. Il y a cette fracture numérique même dans les villes, Absolument. même dans le monde urbain. Il y a des enfants qui n'ont aucun accès à Internet et aux écrans, justement. Alors, je pense de moins en moins, et je dirais qu'il y a aussi des accès très très différents en fait. Il y a des familles où ça va être moins évident de prendre en charge cet aspect éducatif au numérique parce que il y a pas le temps, parce qu'il y a une vulnérabilité, ou parce que aussi tu disais les villes et les campagnes. En ville, on va être plus souvent dans des petits appartements, plus à l'intérieur, versus la campagne, on va peut-être être un peu plus dehors. Donc c'est aussi pas du tout le même rapport à l'écran. Et ce qu'on observe, c'est des usages qui sont assez contrastés en fait selon le milieu, mais c'est pas forcément que l'origine sociale. Hein, c'est le contexte de famille qui effectivement implique des usages différents. Est-ce que vous faites de la sensibilisation au danger ? Pas de l'écran, mais plus d'Internet et de ce qui se passe, comme tu dis, derrière, quand les enfants prennent conscience qu'il y a autre chose derrière, en fait. Oui. Très clairement, au début, on était vraiment sur apprendre à coder, donc vraiment sur la logique algorithmique, la logique booléenne, le système binaire, toutes ces notions propres à la programmation informatique. Très vite, on a développé des activités autour aussi de la culture numérique parce qu'on a observé la soif d'apprendre des enfants, de comprendre, de nommer les choses. Et donc, on a développé ce module-là, culture technologique. Et à la demande aussi des responsables pédagogiques, on a développé un 3e module qu'on appelle numérique responsable. Et effectivement, dans lequel on va à la fois aborder la question de la place des écrans dans notre société et donc parvenir à discerner en tant qu'enfant à quel moment je suis dans un usage qui est intéressant, qui est profitable, et à quel moment je suis en train de me mettre en danger, voire je suis dans un usage à risque, qu'il faut absolument proscrire. Et on a également développé des activités autour de l'écologie, parce que c'est un vrai sujet. En fait, le numérique, c'est pas neutre d'un point de vue écologique. Et pareil, ça, c'est des activités que les enfants adorent. On peut penser que c'est un peu trop technique et qu'ils sont un peu trop petits, donc c'est plutôt à partir de 5-6 ans qu'on aborde ça. Mais non, ils sont très sensibles en fait à ces sujets-là, et ça marche très très bien aussi de parler tout ça avec eux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui liés au numérique ? Alors, il y en a plein. Si on regarde dans la sphère familiale, je crois qu'un des gros enjeux dont on commence à parler, mais assez peu, je trouve, on parle beaucoup du temps d'écran, on parle beaucoup de l'âge, à quel âge on peut faire quoi sur un écran. Ce dont on parle assez peu, c'est le sujet de la technoférence. C'est quand la technologie interfère dans les relations, soit de couple, soit parents-enfants. Et on sait aujourd'hui, effectivement, on est multi-notifié, on a notre smartphone ou nos appareils à disposition immédiate tout le temps. Et parfois, ça se fait au détriment de la relation avec l'enfant, et notamment avec le bébé aussi. Et ça peut être vraiment assez problématique dans le développement de l'enfant. Il a besoin d'une interaction intense, de qualité, soutenue avec sa figure d'attachement principale. Et si celle-ci, elle est constamment notifiée et happée par son téléphone, très clairement, ça va avoir des conséquences négatives sur cet aspect-là. Et donc, je pense que c'est vraiment un enjeu important de sensibiliser les familles à la question de la place du numérique dans leur foyer. C'est intéressant, il y a plein de choses à y faire, mais je pense que c'est important aussi de séquencer les moments, de se dire là, c'est un moment de famille, on est à table, on est, en train de faire un jeu de société, les écrans sont ailleurs, ils sont pas là en train de nous notifier, d'interférer dans nos relations, et de conserver véritablement aussi des bulles d'interaction directe de qualité, quoi. En fait, il faudrait que Colorite ait vous avez peut-être d'ailleurs, mais des masterclass pour les parents, non ? Pour nous éduquer, nous, au fait que notre attention est constamment happée à l'extérieur et on n'est pas présent comme il faut des fois avec nos enfants. Oui, clairement. En fait, on nous le demande beaucoup d'intervenir auprès des parents. Donc là, on est en train de structurer très clairement une offre à destination des parents, et on sent que les parents sont perdus. Et les études le montrent, effectivement, les parents ne savent plus comment prendre cette question du numérique. Ils sont au milieu d'injonctions complètement contradictoires, où à la fois
fois, c'est hyper important que nos enfants comprennent bien, savent s'en servir et donc qu'ils aient accès à tout ça. D'ailleurs, à l'école, il y a du numérique pour faire les devoirs, etc. Ça passe par des applications. Mais en même temps, c'est dangereux. Ça peut être potentiellement très grave. Il y a des risques réels. Donc, comment on fait pour s'y retrouver en tant que parents? Comment on accompagne nos enfants? Et oui, là-dessus, du coup, pour en revenir à la question de la technoférence, déjà, soyons nous-mêmes assez critiques sur nos propres usages. Et je suis la première à devoir encore m'améliorer, clairement. Voilà, on est tous et toutes aujourd'hui hyper connectés par la société, nos travaux, le contexte dans lequel on évolue. Mais malgré tout, je pense que c'est important vraiment d'arriver à se réguler, quoi. Regarde, j'ai un peu honte. Si vous regardez l'épisode, j'ai mon téléphone qu'elle a posé sur la table. Alors, il est en mode travail, donc il sonne pas, mais il est là en fait, tu vois, il sert à rien. J'ai juste le réflexe d'avoir mis là. Non mais moi aussi, je l'ai. Là, en l'occurrence, je l'ai pas pris, mais je l'ai très souvent avec moi aussi. Tu as écrit, je regardais ton site qui est vraiment super, je vous invite à aller regarder le site de Coloris et il y a une phrase qui m'a marquée dans ce que vous prenez comme valeur. Vous dites Coloris est là pour former des citoyens et non des consommateurs. Donc tu lui as un peu parlé de cet aspect écologique aussi. Pourquoi est-ce que tu as écrit cette phrase avec le consommateur ? Parce que sur la question du numérique, il y a aussi un enjeu de citoyenneté très fort, en fait. Le numérique vient percuter notre démocratie, véritablement, aujourd'hui. Et on peut se dire que c'est pas des sujets liés à l'enfance. Si, en fait, les enfants, très tôt, vont s'éduquer, vont s'informer via le numérique. Les adultes aussi. Et les enfants grandissent aux côtés d'adultes qui partagent un certain nombre d'informations qu'ils ont été prendre en ligne. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que la question, effectivement, de la manipulation de l'opinion, de l'enfermement dans des bulles de filtre, ce qu'on appelle des bulles de filtre, donc le fait de ne plus arriver à s'ouvrir à d'autres façons de penser, c'est un vrai enjeu et le numérique est catalyseur de tout ça. Et donc c'est hyper important qu'on puisse tous s'éduquer dès le plus jeune âge pour que aussi notre démocratie puisse vivre sereinement, que les débats puissent se faire de manière décontractée, sans la virulence qu'on observe parfois qui est assez inquiétante, quoi. Ah, c'est marrant, tu vois, moi quand j'ai lu la phrase, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'écologie, c'est aussi cet usage. Non, mais t'as tout à fait raison, c'est aussi un des vrais enjeux. Si quelqu'un a déjà vu le documentaire Cambridge Analytica, vous pourrez voir à quel point on est manipulé par certaines organisations dans le monde. Mais moi, quand je l'ai lu, c'est vrai que je me suis dit, tu vois, aujourd'hui, avec mon téléphone, je peux acheter n'importe quoi en 2 secondes. Ça arrive le lendemain à ma porte et on a moins cette démarche écologique par rapport à ce qu'on consomme puisque c'est tellement facile, c'est tellement rapide. Et j'imagine même pas quand on est ado ou jeune enfant de pouvoir... parce qu'il y a des enfants qui ont accès au téléphone des parents et qui cliquent et qui se rendent pas compte au final de cette valeur de l'argent. Est-ce que vous faites aussi l'éducation par rapport à ça, tu vois, la consommation? C'était dans ça que moi, ça m'avait fait tilter quand je l'ai lu sur ton site. Non, mais c'est une très bonne question, effectivement. Et par rapport au numérique, la question de l'écologie, moi, je la mets vraiment en parallèle aussi par rapport au foisonnement que permet le numérique. En fait, on est aujourd'hui dans une société de l'abondance, qu'il s'agit de l'abondance de biens ou de l'abondance d'informations. Et quelque part, cette surabondance même, ça devient la norme et questionner cette abondance qu'on observe dans la sphère numérique virtuelle, qu'on appelle aussi l'infobésité, le fait qu'aujourd'hui, on est noyé d'informations, ça vient questionner l'abondance du monde réel et à quel point, en fait, c'est soutenable. On sait que ça l'est pas du tout. Et donc, en fait, on a besoin de sobriété à nouveau dans tous les aspects de notre vie numérique et réelle, quoi. Donc, je pense que c'est effectivement lié très directement. Et on parle pas de consommation de biens réels directement avec les enfants, mais quelque part en interrogeant notre consommation de biens virtuels, de contenu virtuel, ça interroge la consommation tout court, quoi. Tes enfants, ils ont quel âge? 4 et 10 ans. Est-ce que ton fils ou ta fille, je sais pas, par exemple, qui a 10 ans, oui, tu as un rapport biaisé par rapport aux écrans parce que tu as toutes les infos, parce que tu connais les enjeux? Est-ce que c'est plus difficile pour toi, par exemple, ou tu sais très bien comment éduquer pour que ça se fasse de manière safe? Non, franchement, je pense que déjà, être parent dans l'absolu, c'est tellement difficile. Être parent en 2024 avec en plus toute cette question de la technologie, je pense que ça ajoute une complexité réelle. Non, je suis pas du tout complètement exempte de toute faute et parfois je fais bien les choses, parfois je les fais moins bien.
mon enfant consomme des écrans, consomme des jeux vidéo. Il adore Zelda, par exemple. Enfin, voilà. J'adorais quand j'étais petite. Mais en fait, on s'est mis d'accord sur un cadre qui est assez souple et il consomme véritablement toutes les semaines du Zelda de manière assez substantielle quand même. Enfin, il n'est pas du tout privé d'écran. Il aime bien aussi les échecs, par exemple, en ligne. Et c'est souvent l'exemple que je prends parce que c'est assez merveilleux de voir qu'il peut se connecter sur une plateforme qui est complètement sécurisée, jouer contre d'autres enfants partout dans le monde, où il n'y a pas d'interaction verbale, donc il n'y a pas de risque de harcèlement ou de communiquer des informations, des données personnelles, etc. Et malgré tout, il joue aux échecs. Donc je trouve que c'est une activité qui est complètement sereine, intéressante. Et en parallèle, j'essaye, de lui donner le goût à plein d'autres choses aussi. Et je crois que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de se dire quelle place le numérique a parmi plein d'autres activités. Il adore le sport, lui aussi. Il fait de l'athlétisme, il adore la lecture. Enfin, voilà, il a aussi d'autres centres d'intérêt, même si, évidemment, en ligne, il se passe des choses hyper intéressantes pour lui aussi, quoi. Tu parles de quoi quand tu parles de parentalité numérique ? Ça fait référence à quoi ? Alors, la parentalité numérique, c'est véritablement comment, en tant que parent, j'accompagne l'usage de mon enfant dès le plus jeune âge, et j'ai envie de dire même dès la naissance, parce que on voit bien que, on l'a dit tout à l'heure, parfois nous-mêmes en tant que parents, on est accaparés par le numérique au détriment de notre enfant. Et donc, de se réguler sur ces aspects-là, on est dans la question de la parentalité numérique. Donc, on est dans une parentalité qui fait attention aussi à cet aspect. Puis après, en grandissant, comment je fais pour sélectionner les contenus qui sont adaptés à l'âge de mon enfant, comment je fais pour l'éduquer justement à comprendre ce qu'il y a derrière tout ça et l'accompagner vers des usages les plus éclairés possibles, quoi. C'est un sacré enjeu, mine de rien. Tu disais 2024, ça va être de plus en plus prégnant, ça va être de plus en plus intense dans nos parentalités. Ouais. Est-ce qu'il y a des discours au niveau du gouvernement ? Enfin, vous avez des guidelines, il y a des choses qui sont mises en place, ou pour l'instant, c'est plutôt vous qui donnez le tempo ? Non, clairement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées aujourd'hui parce que c'est un sujet très brûlant. C'est le président lui-même qui, lors de sa dernière allocution télévisée, a consacré plusieurs minutes à la question de la régulation des écrans chez les enfants et qui a mis en place une commission écran avec plusieurs experts qui sont chargés de rendre un rapport prochainement autour de ces sujets. Et ce que dit beaucoup le gouvernement, c'est qu'effectivement, il faut accompagner les parents. Et pour revenir sur cette question de la parentalité numérique, je crois que ce qui est compliqué aussi en tant que parent, c'est de ne pas sombrer dans une démarche qui soit complètement moralisante, catastrophiste et surtout autoritaire vis-à-vis de l'usage que l'enfant peut avoir du numérique. Et surtout en grandissant après avec les adolescents, si on se met à interdire, à être vraiment... et finalement dans n'importe quel autre sujet de l'éducation, mais encore plus dans celui-ci, l'enfant sait très bien contourner les interdictions et du coup se mettre encore plus en risque potentiellement. Je crois que vraiment la clé pour tous les aspects de la parentalité, mais encore plus pour le numérique, c'est de rester en lien avec son enfant dans le dialogue, de comprendre aussi. Moi, ce que je dis souvent quand on intervient auprès des parents, c'est de ne pas hésiter à consommer avec son enfant. Et d'ailleurs, chez les petits, la question du co-visionnage a été beaucoup étudiée par les scientifiques. On sait que d'être ensemble à visionner, à commenter, légender le dessin animé, ça a des vertus aussi. Ça permet de créer le dialogue, de développer le vocabulaire de l'enfant, etc. Mais en grandissant, on peut aussi regarder ce qu'ils font concrètement sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo avec eux et du coup, ne pas être dans forcément le jugement péremptoire de la consommation de son enfant, mais essayer de comprendre et surtout de rester en lien, quoi. C'est vrai que je le vois la différence, moi personnellement, quand je donne les écrans pour faire babysitter, parce que soyons très honnêtes, on le fait tous et toutes à un moment, ou quand on a un rituel le vendredi soir, on regarde un dessin animé en faisant un apéro dînatoire avec nos filles, et là c'est pas du tout le même moment, on sent que c'est précieux pour elles d'avoir ce temps-là avec nous, où on regarde un dessin animé, où on en parle et on discute. Bah oui. Mais on est d'accord que les écrans, des fois, c'est vraiment intéressant en tant que babysitter. Mais oui. Parce que ça soulage. Mais bien sûr. Et là-dessus, je pense que c'est aussi important de rassurer les parents. Enfin, moi, j'ai souvent des messages de parents qui me disent « Oh là là, mais mon enfant a consommé quelques minutes d'écran. Quelles sont les conséquences ?» Alors, je ne suis pas scientifique, mais regardez ce que disent les scientifiques. Il n'y a pas de conséquences. C'est vraiment de la consommation excessive qui a des conséquences. Et bien sûr, moi, la première, il m'arrive de mettre mes enfants pour juste être tranquille. Faire à manger, par exemple. Parce que, on sait bien que c'est difficile quand il y a plusieurs enfants, quand ils sont petits.
et que c'est pratique. Et l'idée, c'est de limiter évidemment dans le temps. Et il y a aucune. Enfin voilà, c'est très important de prendre soin aussi des parents, et parce que on entend aussi certaines voix très sévères par rapport à tout ça, et ça peut mettre le parent en difficulté, le culpabiliser énormément. Je crois que c'est important d'être dans la nuance par rapport à tout ça, de prendre des pincettes. Les conséquences sont graves dans des conditions vraiment d'utilisation très très délétères, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour les initier au numérique, mais de manière fun et comme toi tu le fais avec Coloris? Je crois que effectivement, déjà regarder tout ce qui existe pour de livres, de jeux, etc., pour remettre ce sujet au centre de la sphère familiale, pouvoir l'aborder avec des outils qui soient appropriés. Et quand on est sur l'écran en tant que tel, choisir, en fait. Je pense que c'est vraiment la clé, sélectionner le contenu qu'on a envie de proposer à son enfant. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs moyens, des ratings, etc., pour essayer d'apprécier la qualité du contenu qui est proposé à l'enfant. L'écran en tant que tel, ça veut vraiment rien dire. Il y a tout et n'importe quoi sur un écran, et il y a des choses vraiment hyper intéressantes, éducatives, ludiques, très bien faites pour les enfants. À contrario, il y a aussi des choses qui sont vraiment de piètre qualité. Et donc, je pense que un des rôles clés du parent, au-delà, je le rappelle, du mimétisme qui peut essayer de l'exemplarité qu'il peut essayer d'endosser lui-même, c'est vraiment d'être dans la sélection du contenu. Ça ressemble à quoi les jeux que vous proposez en atelier, par exemple, pour des enfants entre 3 et 5 ans ? Alors, par exemple, il y a cette fois le robot. C'est un jeu où l'enfant doit programmer son camarade. Donc, il va mettre un foulard de couleurs différentes sur les poignets de son camarade et sur les chevilles de son camarade. Et ensuite, il a un jeu de cartes qui va lui permettre d'écrire un algorithme. Et le camarade va suivre l'algorithme pour se déplacer dans l'espace grâce au code couleur qu'il a sur lui, parce que la bilatéralité n'est pas forcément acquise chez les tout-petits. Et donc, avec les couleurs, il va pouvoir s'orienter, avancer, pivoter à gauche, pivoter à droite, et du coup, exécuter un mini-programme qu'aura écrit son petit copain avec des cartes. Donc ça, ils adorent. C'est très rigolo. Et ça leur permet d'entrer dans les algorithmes, typiquement. En fait, c'est ça, de suivre une consigne qui va t'amener d'un point A à un point B. Ouais. On considère ça comme du codage ou un algorithme que suit une machine, en fait. Un algorithme, quand vous tapez une requête sur Google, vas-y, explique-nous. C'est une suite d'instructions précises en vue d'accomplir une tâche ou de résoudre un problème. Une suite d'instructions précises. On est dans la pensée algorithmique, c'est vraiment ça le principe de base. Et donc c'est comme ça effectivement qu'on le restitue auprès des enfants à travers plein de petites activités comme celles que je viens de décrire. Et il y en a plein d'autres aussi qui leur permettent d'aller plus loin. Après, on peut créer des boucles, donc on peut factoriser les instructions, des instructions plus ou moins compliquées, il y a des instructions conditionnelles, après on peut aller plus loin dans l'appréhension de tout ça, mais la logique de base, c'est vraiment celle-ci. C'est chouette. Est-ce que ça fait donc depuis 2018 que tu as créé Coloris ? Est-ce que tu as vu des enfants avoir des révélations et être complètement en amour pour ce secteur de la technologie, et donc peut-être aujourd'hui en adolescence avoir pris ce chemin-là, et sans Coloris, ils n'auraient pas eu accès à ça? Alors très clairement, du coup on n'a pas le recul pour voir plus tard ce que ça deviendra, mais on observe des espèces d'épiphanies pendant les ateliers, et notamment, et pas que, des petits garçons aussi, mais des petites filles qui vraiment prennent goût à ces questions. Moi j'ai le souvenir par exemple d'une petite qui est venue me voir et qui va faire d'énormes câlins en me disant plus tard je serai roboticienne. Elle avait 6 ans, alors j'espère que je lui ai dit essaye de te souvenir de mon nom, si tu deviens roboticienne t'essayes de me contacter plus tard, parce que alors je sais pas si elle sera roboticienne, mais en tous les cas il n'y a pas de barrière psychologique qui s'est mis entre elle et cette discipline, et les sciences. J'ai vu juste cette petite fille effectivement très très enthousiaste, et on a vraiment des retours, plein de retours d'enfants hyper contents d'être là, qui s'amusent, qui prennent goût, et j'espère qu'ils plus tard du coup embrasseront des carrières pourquoi pas dans ces métiers-là. Ce qu'on sait après quand ils vont chez les plus grands, Magic Makers pour le coup les suit jusqu'à 17 ans, et donc ils arrivent à avoir après post-bac, et effectivement ils ont des enfants qui choisissent ensuite des carrières d'ingénieurs, et ils ont le sentiment d'avoir vraiment participé à ça. Ouais. Mais c'est vrai que
Il y a des populations entières qui n'ont jamais accès à ce type de métier, qui ne savent même pas que ça existe. Absolument. Et que si on ne leur amène pas pour leur dire mais c'est possible, tu peux envisager ça. Et c'est d'autant plus un enjeu aujourd'hui parce qu'on le sait, d'ici 2030, 50% des métiers, on ne les connaît même pas encore. Oui. Et on sent vraiment du lien avec le numérique puisque c'est un peu ce qui est aujourd'hui qui prime. C'est vrai que c'est du gâchis d'énormément de potentiel s'ils n'ont pas accès à ce savoir-là. Oui, et la question que ça pose aussi, c'est la mixité qu'on retrouve ensuite dans ces équipes tech, la diversité qu'on retrouve. Déjà, il y a effectivement très peu de mixité, il y a aussi très peu de diversité. Or, ces métiers, finalement, façonnent aujourd'hui nos vies, développent des applications qui vont avoir un impact sur notre santé, sur le juridique, sur la communication, sur le vivre ensemble, sur la démocratie. Et donc, on a vraiment intérêt, c'est vraiment hyper important, fondamental, que les personnes qui conçoivent ces outils soient le plus diverses possible, parce qu'autrement, on se retrouve avec ce qu'on appelle des biais algorithmiques, donc des algorithmes qui reproduisent les inégalités de la société, pas parce que ces personnes sont mal intentionnées et qu'elles ont voulu exclure, mais parce que on a tous des biais et que pour réussir à contrecarrer ces biais, il faut être le plus divers possible, le plus mixte possible dans ces équipes, quoi. Et l'autre aspect important, c'est que ce sont des métiers très émancipateurs économiquement. Et donc, les filles et les femmes qui, plus tard, choisissent de faire ce métier, c'est aussi un moyen de s'émanciper. Et quand on parle, par exemple, d'égalité femmes-hommes, la question de l'argent, elle est importante. Et donc, de pouvoir accéder à des métiers qui, en plus, sont hyper intéressants, hyper stimulants intellectuellement et rémunérateurs, c'est aussi un enjeu d'égalité femmes-hommes, quoi. C'est trop intéressant ce que tu dis, que ces gens-là façonnent notre société, notre futur. Parce qu'on se retrouve du coup avec ce stéréotype de l'homme blanc qui n'a pas le même vécu que toi ou que moi, qui n'a pas la même construction face au monde, et donc forcément qui est excluant à un moment ou à un autre. Et c'est en train de changer, l'accès à plus de diversité, de mixité dans ces milieux-là, où il va falloir attendre encore quelques générations? Non, clairement, il y a une vraie prise de conscience parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'algorithmes discriminants, par exemple au recrutement, qui discriminaient les femmes sur les métiers tech, ou sur l'obtention de prêts bancaires qui discriminaient aussi les femmes parce que les données étaient biaisées en fait. La CAF, je crois, il y a eu un scandale avec la CAF et les aides sur les femmes célibataires avec enfants. Voilà, donc on voit bien effectivement dans une société qui s'algorithmise énormément, pardon ce néologisme, on a besoin d'être très très vigilant. C'est la chercheuse, la scientifique Aurélie Jean qui travaille beaucoup sur ces questions de biais algorithmiques et qui explique effectivement il y a de plus en plus de garde-fous qui sont mis en place même d'un point de vue législatif pour garantir effectivement que les algorithmes soient profitables à tout le monde et ne soient pas excluants de quiconque, quoi. Mais c'est fou parce que c'est vraiment un aspect dont on ne peut pas prendre conscience parce qu'on ne sait pas qui est derrière notre écran et à créer et comment ça se joue. C'est tellement complexe le numérique, c'est tellement... tu vois, quand tu parles juste d'algorithme, on ne connaît même pas la définition concrète alors qu'on en parle tous les jours. Si on est sur les réseaux sociaux quasiment, l'algorithme, il n'est pas cool avec moi en ce moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, il me montre que... Mais faites le test de prendre votre téléphone et vous commencez à liker sur Instagram par exemple ou sur TikTok même un certain type de vidéo. Après, vous allez vous retrouver qu'avec ça. Et donc, ça nous enferme, c'est ce que tu disais, dans des bulles où on n'est plus capable de voir à l'extérieur de notre propre monde. Oui, et c'est très problématique. Effectivement, ça a des conséquences hyper importantes sur le vivre ensemble parce qu'on est auto-alimenté de contenus qui nous satisfont. Donc, on forge une opinion qui devient de plus en plus polarisée par rapport à d'autres opinions et on n'est plus en capacité de comprendre l'autre, d'entrer en débat, de pouvoir argumenter de manière sereine sur un plateau ou même sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même d'une violence extrême. Et donc, je pense qu'il y a effectivement une régulation à la fois législative, mais une éducation aussi hyper importante à apporter sur tous ces aspects. Ouais. Est-ce que tu as des parents qui viennent te voir et qui te disent que ça leur fait peur que leur enfant devienne geek ou tu vois, soit trop pris dans ce monde qu'ils ne connaissent pas forcément bien finalement ? Oui, clairement, des parents, des éducateurs aussi. Je vois qu'il y a des freins, des barrières psychologiques à s'emparer de ces sujets en se disant moi je sais pas faire, c'est trop loin de moi, ça m'échappe. Enfin voilà, un sentiment effectivement, vertigineux quoi, où on sait pas, on comprend pas, ça nous échappe complètement et bien souvent, ce qu'on ne comprend pas, ça nous effraie en fait. Donc moi, ce que je dis souvent à ses parents, et c'est aussi en ça que l'approche coloris, elle est intéressante parce que le côté déconnecté, ça permet de s'approprier le sujet, mais sans la barrière
technique de l'outil en tant que tel qu'il faut connecter, qu'il faut mettre à jour, etc. C'est de s'éduquer. Quand on commence à s'éduquer, quand on commence à comprendre, à lire des livres très simples de vulgarisation ou juste des articles, on se rend compte que c'est pas si la panique que ça et qu'il y a quand même quelques clés qu'on peut mettre en place, quelques pratiques qu'on peut avoir pour avoir un rapport beaucoup plus apaisé avec ces sujets, quoi. Mais oui, je vois parfois une forme de panique, clairement, par rapport à tout ça, ouais. Non, mais c'est vrai, juste on peut se faire dépasser par les réseaux sociaux qui sortent en permanence avec les adolescents et de se dire j'ai pas les codes en fait, je sais même pas comment ça fonctionne et les dangers qui sont derrière ces applications-là. Oui, et les dangers, certains parents ont peur à juste titre parce qu'il y a quand même des dangers réels, des effets qui sont décuplés par le numérique qui jusqu'alors étaient circonscrits au monde réel, ou même dans le monde réel c'était déjà extrêmement violent, mais avec le numérique ça prend des dimensions qui sont effroyables pour certains enfants. Donc oui, c'est très important d'être vigilant, d'accompagner ces enfants avec discernement. Je pense que la panique n'est pas forcément la réponse la plus opportune en fait et la plus efficace, mais je comprends totalement qu'on puisse se sentir désemparé et se dire mais dans quel monde on vit? Oui, je pense qu'on a tous un peu des fois ce grand vertige de se dire oula, mes enfants ils sont petits encore, mais on va tous et toutes passer par cette confrontation au monde virtuel avec lequel on n'a pas grandi adolescent. C'était les prémices. Moi, j'avais un Skyblog, tu vois. Je fais partie de cette génération. Il y avait MySpace ou peu importe ce que c'était. Mais ça n'avait pas les mêmes proportions que ça peut avoir aujourd'hui. C'était pas à portée de main déjà. C'était sur nos ordinateurs. Il fallait se connecter, prendre la ligne téléphonique. La DSL. La DSL. Du coup, on pouvait pas rester 3 heures parce qu'il fallait libérer le téléphone fixe. Ouais. Il y avait quand même un petit garde-fou autour de ça. Et on n'était pas visible au monde entier, ce qui est le cas aujourd'hui, quand même. Non, clairement. Alors, Coloris, c'est aussi une start-up qui est prometteuse parce que tu as reçu un super prix, le Bold Future Award de la Fondation Veuve Clicquot qui récompense des femmes entrepreneurs et qui changent le monde. C'était en 2021. Ça t'a fait quoi d'avoir cette distinction qui est quand même vraiment importante dans le monde de l'entrepreneuriat? C'était vraiment incroyable, une émotion extrêmement vive. C'était aussi la récompense d'efforts vraiment intenses. Monter une entreprise, c'est un petit peu énergivore. En même temps que tu as eu 2 enfants, je tiens à le dire quand même. Voilà, et surtout ça a récompensé aussi toute l'équipe parce qu'évidemment on est plusieurs mobilisés sur le projet. Et voilà, tout le monde était hyper heureux, hyper fier de pouvoir recevoir ce prix qui effectivement est un prix assez prestigieux et qui à la fois récompense les femmes entrepreneurs mais récompense aussi l'impact social qu'on cherche à avoir. C'est un prix qui véritablement a aussi cette coloration sociale, en tous les cas engagée, et donc on avait le sentiment d'être dans l'accomplissement de quelque chose d'important, quoi. Ça a changé quelque chose au niveau même peut-être de quand vous avez sollicité des partenariats, vous allez voir les mairies ou autres. Alors, je vais trouver le mot, mais les collectivités, voilà. Alors les collectivités territoriales en tant que telles, je pense qu'elles sont pas forcément très en lien avec cet écosystème entrepreneurial, donc pas nécessairement, mais plus effectivement des partenaires peut-être plus privés où très régulièrement on me présente comme ayant reçu le prix Bold Future Award en 2021. Donc je sens qu'effectivement c'est un élément de réassurance important. Alors j'ai du mal à mesurer à quel point ça a été profitable, mais très clairement c'est quelque chose qu'on me rappelle souvent, qu'on souligne régulièrement, et je pense qu'effectivement c'est une vraie caution, quoi. Ouais, je trouve ça chouette de se dire que des projets comme le tien ils sont valorisés dans un monde, parce que c'est Veuve Clicquot, c'est aussi un autre écosystème qui est particulier et qui donne de la reconnaissance à des projets comme le tien. Ça, je trouve ça a de la valeur de voir ça. Oui, très clairement, c'était un véritable honneur, quoi, de pouvoir être récompensé dans ce contexte-là, avec le prestige que ça a aussi. Oui, ça raconte quelque chose de notre société, que effectivement cette sphère puisse valoriser des projets comme les nôtres. Ouais. Alors maintenant, je vais te parler de tes plus grandes joies grâce à Coloris, ou tes plus grands accomplissements, parce que ça c'est un prix, ça vient jouer dans l'écosystème entrepreneurial, mais au quotidien avec les enfants, c'est quoi ce qui te fait le plus plaisir via Coloris?
Alors, très clairement, c'est d'observer les enfants, prendre eux-mêmes du plaisir dans nos activités. Ça, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, quoi, de voir des big smiles et des enfants qui ont envie de revenir, des enfants qui chantent. Enfin, il y a des enfants, par exemple, un atelier où des enfants ont scandé une chanson de manière spontanée parce que l'animatrice s'en allait. Voilà, c'était yo yo pars pas, yo yo pars pas, et tous les enfants se sont mis à chanter ensemble. Et d'observer ça, on se dit on leur propose quelque chose de fort, une expérience qui véritablement les impacte profondément, et donc de se dire que on a un petit rôle comme ça dans la vie d'individus, oui, c'est extrêmement gratifiant. Et voilà, moi, ce qui me remplit de joie systématiquement, c'est de recevoir des témoignages de parents, d'animateurs, d'enfants, des verbatims, voilà, de personnes qui profitent de coloris et qui sont vraiment hyper contentes. Voilà, pour moi, c'est vraiment le Graal. C'est quoi le futur de Coloris ? Qu'est-ce que vous allez développer maintenant ? Alors, on nous demande beaucoup de travailler avec les plus grands. Donc là, on a développé un atelier sous forme de fresques. Les fresques sont à la mode là, depuis la fresque du climat. Nous, avec la conseillère, l'ancienne conseillère de la présidente de la CNIL, qui a travaillé à la CNIL pendant 3 ans sur les questions d'éthique du numérique, et une docteure en psychologie du développement, on a travaillé sur cet atelier d'intelligence collective pour les collégiens, les lycéens, qui fonctionne très bien, qui leur permet justement de comprendre tout ce qu'on vient d'aborder, les algorithmes, les bulles de filtre, les biais algorithmiques, l'économie de l'attention, et comment surtout bien réguler ses pratiques et avoir un usage sain du numérique. Donc, il y a cette fresque qui se développe, et nous, notre enjeu, c'est aujourd'hui, on est dans 60 villes, il y en a 36 000 en France. Alors, il y a aussi des collectivités qui sont toutes petites, ou des communautés de communes, mais l'enjeu, c'est continuer l'essaimage, de pouvoir s'adresser au plus grand nombre d'enfants. Nous, on travaille beaucoup par la formation des animateurs ou des adultes encadrants, de manière à ce que nos ateliers puissent vivre sans nous. Donc on continue sur cette veine, en espérant que le plus d'enfants possible aient accès à Coloris. Donc, si vous faites partie d'une équipe municipale ou vous êtes dans une collectivité et que vous écoutez cet épisode, vous vous dites « Tiens, ça serait chouette d'amener ça dans ma ville », n'hésitez pas à aller sur Coloris, solliciter vos équipes, c'est ça, pour pouvoir mettre en lien. Oui, absolument. On a beaucoup de parents qui nous demandent aussi comment faire. Donc, ça peut effectivement être eux qui sont prescripteurs auprès de leur collectivité. Ça marche très bien. Et ça peut être aussi dans les entreprises. On est beaucoup sollicité par les entreprises pour les enfants des salariés. Enfin, voilà, tout ce qui est Family Days, etc. Conférences pour les parents. C'est des choses aussi qu'on fait régulièrement. Trop bien. Ma dernière question, c'est nous, on est en tant que parents, on a envie, je te disais tout à l'heure, comment on les amène au numérique, mais autres, quels petits jeux on pourrait faire pour leur faire prendre goût à coder, et je parle notamment des filles, parce que tu te dis, il y a un biais quand même qui est très fort envers les filles. J'ai 3 filles, je vois qu'elles sont très intéressées par les poupées et la dinette, mais que j'en sais rien, peut-être plus tard ça les intéresserait. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on peut mettre en place pour leur dire c'est possible aussi pour toi et ça peut t'intéresser ? Alors, l'outil véritablement phare à partir de 7-8 ans, c'est Scratch, qui est une plateforme en ligne qui permet de coder ses premières petites applications, premiers petits jeux vidéo. C'est assez bien fait. Alors, on peut aller très très loin. Okay. Donc on peut aussi apprendre à coder sur Scratch et faire des choses assez élaborées, mais c'est une entrée en matière qui est intéressante. Et après, avec les filles, je trouve que ce qui est important, c'est toute la question des rôles modèles. Donc, leur donner accès à de la lecture qui met en valeur des femmes qui ont contribué aux sciences, à la discipline informatique. La discipline informatique, c'était une discipline très féminine, en fait, initialement, avec beaucoup de femmes. On cite souvent Ada Lovelace, par exemple, qui est considérée comme la première programmeuse, enfin, le premier développeur, la première personne qui a imaginé un programme informatique, c'est une femme. Et donc, montrer aux filles qu'en fait, cette discipline n'est pas du tout réservée aux hommes et qu'elles ont contribué, enfin, que nous avons contribué dans l'histoire de manière vraiment très significative à la discipline, c'est aussi un moyen de leur dire c'est aussi pour toi, quoi. Oui, d'avoir des rôles modèles, t'as raison, c'est quand même une des choses primordiales pour intéresser et ouvrir des portes. Oui. Nous, d'ailleurs, on a un petit jeu qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site autour des femmes majeures qui ont contribué à la discipline informatique. On raconte leur histoire, ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont apporté aux mathématiques et à l'informatique. Donc, à partir de 7-8 ans, les mettre sur des applications, sur une tablette qui sont appropriées, oui. Ces applications à leur âge et au développement, c'est quelque chose d'important
pour les éduquer au numérique, ou le plus tard on les met face à ça, le mieux? Sur cette question, tu vois, d'équilibre entre... Dès lors que ça s'inscrit parmi plein d'autres activités aussi déconnectées, moi je trouve qu'effectivement apprendre à coder c'est hyper amusant et puis ça leur permet de comprendre comment tout ça fonctionne tout simplement. Et Scratch dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une plateforme qui a été développée par le MIT, qui est utilisée par des millions d'enfants partout dans le monde, qui est très bien faite. Non, je trouve que c'est très puissant de pouvoir effectivement les embarquer là-dedans assez tôt. Tu vois, moi qui suis pas du tout là-dedans, je trouve ça trop intéressant de me dire qu'en fait, il y a un autre monde que je connais pas, qui est lié au domaine de la technologie, des sciences, que j'en suis utilisatrice, ça c'est clair. Ouais. Mais la compréhension de ce monde, c'est quand même tout un autre sujet, un autre chapitre auquel ni moi ni leur papa, on les a éduqués pour l'instant. Donc, t'as raison de dire que c'est pas forcément le statut social ou l'accès à l'éducation, c'est vraiment, est-ce que y a au sein de la famille des geeks? Oui, c'est ça, c'est très clairement ça. Et chez nous, il y a des geeks, mais qui consomment juste le geeké, qui ne sont pas derrière. Et c'est important ce que tu dis de toi, ton histoire à toi, elle a commencé parce que ton père était ce rôle modèle-là qui t'a initié à ça. Oui, très clairement. Oui. Donc c'est à nous aussi de leur planter une graine. Il y en a des choses à faire. Après, c'est dans les programmes officiels aussi. De plus en plus, le ministère de l'Éducation nationale s'empare de ces sujets. Et à l'instar d'autres pays qui sont parfois un peu plus en avance, on commence aussi à intégrer ça à l'école. Donc, il ne faut pas rater le train, parce qu'en fait, ce serait quand même leur monde. Il faut se mettre à la page. Oui, très clairement. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais dire aux parents face à ça, ce monde du numérique, cette culture que tu essayes d'enseigner? Oui, clairement, je comprends l'effroi qu'on peut ressentir parfois face à des nouvelles qui sont terribles. Clairement, il y a des dangers et je pense que c'est important de protéger nos enfants, c'est notre premier rôle. Malgré tout, il y a aussi des opportunités. Et donc, c'est un aspect de la vie de l'enfant à regarder avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de nuances. C'est complexe. C'est pas tout blanc ou tout noir, comme le binaire. C'est plus en nuances. Et voilà, j'invite chacun, effectivement, à regarder ce sujet avec toute la complexité qu'il y a derrière et sans tomber dans des postures très moralisatrices et manichéennes, quoi. Le numérique est complexe, mais est intéressant et fera partie de nos vies pendant encore de nombreuses années. Donc, il faut s'y intéresser. Merci beaucoup, Amélia. C'était vraiment passionnant. Merci à toi. Merci d'avoir créé Coloris. Et il n'y a pas une application Coloris, du coup ? On ne peut pas utiliser encore Coloris pour nos enfants ? Alors, on a free.coloris.fr où il y a plein d'activités à télécharger gratuitement. Il n'y a même pas besoin de mettre l'adresse email. On ne prend même pas l'adresse email. C'est vraiment à la disposition des familles, des éducateurs, de tout le monde. Donc rendez-vous sur ce site si déjà vous voulez commencer avec des petites activités. Merci Amélia. Merci à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.